Quand 7 soldats suffisent à faire vaciller une frontière et que Bruxelles propose aux enfants de changer d'identité à tout moment, ne sommes-nous pas témoins de la fin d'une époque? Regardez autour de vous. L'Europe s'agite, parfois jusqu'à l'hystérie, devant des incidents qui paraîtraient dérisoires ailleurs. En Estonie, il n'aura fallu que 7 soldats russes pour plonger un État membre de l'OTAN dans la panique, mobilisant militaires, experts et psychologues à la frontière. Comme si le sort d'un continent entier pouvait basculer à cause d'une poignée d'hommes armés. Pour mesurer la portée de cet événement, rappelons-nous d'autres moments où de petits groupes ont déstabilisé des puissances entières. Durant la crise de Cuba en 1962, il a suffi de quelques missiles pour que le monde entier frôle la catastrophe. De même, en 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand par un seul homme a allumé la mèche de la Première Guerre mondiale. L'histoire regorge d'exemples où la peur, amplifiée par la perception, prend le pas sur la réalité du terrain. Dans les coulisses feutrées de Bruxelles, une décision inédite vient de bouleverser les règles. Désormais, un enfant pourra changer de pays et d'identité à tout âge, sans condition. Sous couvert de liberté, l'Union européenne s'attaque aux repères les plus profonds de l'enfance et de la filiation. Le socle commun se défait, pièce après pièce. Prenons un instant pour imaginer le quotidien d'une famille face à cette nouvelle règle. Un enfant de 8 ans, désireux de rejoindre un parent vivant dans un autre pays, pourrait, sans formalité ni consentement parental, traverser les frontières et changer d'identité. On pense à l'histoire de ces enfants migrants, ballottés d'un pays à l'autre, dont l'itinéraire devient encore plus incertain. Cette mesure, loin d'être purement théorique, pourrait transformer la dynamique familiale et bouleverser l'équilibre de nombreuses sociétés européennes. Cette frénésie ne s'arrête pas là. Les crises s'accumulent, s'entremêlent, se nourrissent l'une l'autre. La guerre en Ukraine, l'instabilité au Proche-Orient, mais aussi des fractures internes grandissantes au cœur même de l'Union. Chaque jour, de nouveaux foyers de tension s'allument, fragilisant la stabilité et ce sentiment d'appartenance collective qui semblait acquis. Ce qui se joue dépasse la simple politique étrangère ou les débats de société abstraits. Si nous ne déchiffrons pas ce qui relie ces événements, nous pourrions perdre tout pouvoir sur l'avenir du continent, sur notre héritage, sur la capacité à choisir le monde où grandiront nos enfants. Mais comment en est-on arrivé là? Pour saisir l'ampleur de cette crise, il faut remonter le fil des derniers bouleversements. Revenons sur les faits marquants qui ont précipité cette situation. Une rétrospective s'impose pour comprendre l'engrenage des crises. Crise militaire, alliances en ruine, identité fragmentée, l'Europe tangue dangereusement, prise dans une tempête de doutes et de peurs. Imaginez, une patrouille de 7 soldats scrute la frontière estonienne, et soudain, c'est tout un pays de l'OTAN qui vacille. Dans l'ombre de la Russie, l'Estonie transforme chaque incident en crise nationale, déployant la peur comme outil politique et exposant ses failles devant la planète entière. Pour comprendre l'ampleur de la réaction estonienne, rappelons-nous la crise des missiles turcs en 2015. Un incident aérien entre la Turquie et la Russie avait suffi pour que l'OTAN convoque une réunion d'urgence. À l'époque, la peur d'un engrenage mondial était palpable. Aujourd'hui, ce sont seulement 7 soldats qui déclenchent une panique similaire, signe de la nervosité extrême qui règne sur le continent. Dans cette ambiance électrique, le gouvernement estonien fait de l'opposition à Moscou un spectacle permanent. Les discours offensifs de ses dirigeants, amplifiés par des médias fébriles, intensifient la tension régionale et détournent l'attention d'autres fragilités internes. La menace russe, sans cesse brandie, se mue en boussole politique, quitte à nourrir artificiellement l'insécurité collective. Mais l'Estonie n'est qu'une pièce d'un puzzle européen fissuré. Plus à l'ouest, la Hongrie défie frontalement l'Union européenne. Viktor Orban, en posant un ultimatum sur l'adhésion de l'Ukraine, expose brutalement la désunion du continent. Ce bras de fer révèle des fractures profondes, où intérêts nationaux et idéologie prennent le pas sur le consensus fragile. Ce n'est pas la première fois que la Hongrie bouscule ainsi l'Europe. Rappelons la crise migratoire de 2015. Budapest avait érigé une clôture à sa frontière sud, défiant la politique d'accueil de Bruxelles. Aujourd'hui, le même schéma se répète,
Mais la question n'est plus celle de l'accueil des réfugiés, c'est l'avenir même de l'Union qui est en jeu. Simultanément, la vague électorale de l'extrême droite continue de gonfler. En République tchèque, le triomphe des forces ultra-conservatrices annonce un virage radical, intérieur comme extérieur. Ce basculement dévoile la défiance croissante envers les institutions et isole davantage les élites traditionnelles. Ce phénomène n'est pas isolé. En Italie, la montée de Giorgia Meloni a bouleversé le paysage politique, tout comme le succès du Rassemblement national en France. Partout, la demande de souveraineté et de retour aux valeurs nationales fragilise le projet européen, rappelant les heures sombres des années 30 où chaque pays s'enfermait dans ses frontières. Les scandales, relayés en boucle sur les réseaux sociaux, ne sont que l'écume d'un malaise plus ancien. Derrière les accusations de racisme et les campagnes d'annulation, l'Europe affronte ses vieux fantômes, peur de l'autre, crispation identitaire et malaise autour des libertés fondamentales. Par exemple, en Allemagne, le débat autour de la cancel culture a enflammé les universités, certains professeurs étant écartés pour des propos jugés déviants. Dans le même temps, les anciennes tensions entre communautés ressurgissent, comme lors des émeutes de Chemnitz en 2018, où l'opposition entre autochtones et immigrés a dégénéré en heurts violents. En coulisses, d'autres crises, silencieuses mais décisives, se négocient loin des projecteurs. Tandis que le tumulte accapare l'attention, des choix majeurs se prennent sans débat public, redéfinissant l'équilibre du continent. Par exemple, la réforme de la politique agricole commune s'est jouée dans la discrétion la plus totale, bouleversant des milliers d'exploitations en France, en Espagne et en Pologne. Les agriculteurs, pris au dépourvu, peinent à s'adapter aux nouvelles normes, illustrant la distance croissante entre les élites bruxelloises et les réalités du terrain. Ignorer ces signaux d'alarme revient à jouer avec le feu. L'unité et la stabilité pourraient se dissoudre, avec des conséquences tangibles sur notre sécurité, nos vies et notre vision de l'avenir. Mais derrière ces fissures visibles, d'autres dynamiques, plus discrètes et tout aussi décisives, s'installent en silence. Une question s'impose alors. Qui profite véritablement de ce chaos européen? Ce que l'on perçoit n'est souvent qu'un décor savamment dressé. Devant les caméras, Donald Trump prône la paix, vante des accords historiques et réclame des négociations avec la Russie. Mais en coulisses, ces stratèges alimentent discrètement l'escalade, accentuant la pression militaire tout en jurant vouloir l'apaiser. Cette duplicité n'est guère nouvelle. Les États-Unis cultivent l'art du double langage. Discours de médiation en façade, manœuvres secrètes en arrière-plan. Au Moyen-Orient, comme en Ukraine, Washington parle de droit international, d'équité, tout en armant certains groupes et en verrouillant toute issue contraire à ses intérêts. Revenons sur la guerre d'Irak en 2003. Officiellement menée au nom de la démocratie, elle s'est révélée motivée par des enjeux énergétiques et stratégiques. Aujourd'hui encore, les révélations sur les écoutes de la NSA illustrent la volonté américaine de contrôler l'information, même au sein de ses alliés européens. L'Europe, quant à elle, se débat dans ses propres paradoxes. Face à la Cour pénale internationale, l'Union européenne oscille. Silence complet lorsque Benyamin Netanyahou foule le sol de l'ONU malgré son mandat d'arrêt, mais indignation immédiate si Vladimir Poutine voyage. Les principes semblent fluctuants, dictés par la peur de heurter Washington ou de perdre l'accès à la protection américaine. Prenons un autre exemple. Lors du sommet de l'OTAN à Vilnius, certains pays européens ont hésité à soutenir l'Ukraine, de peur d'irriter Moscou, tout en affirmant leur solidarité. Ce double discours, loin de renforcer la crédibilité européenne, alimente la confusion et affaiblit la voix du continent sur la scène internationale. Derrière le rideau, d'autres tractations avancent. Les services américains pilotent des négociations discrètes entre Israël et plusieurs États arabes, promettant stabilité et prospérité en échange de nouveaux pactes. Pendant ce temps, l'opinion publique européenne s'agite sur des symboles, ignorant que les véritables décisions se prennent loin des regards. Au sein même de l'Europe, l'impuissance institutionnelle s'expose chaque jour un peu plus. Les ultimatums de la Hongrie ou d'autres membres paralysent l'Union, incapables de parler d'une seule voix. Sous l'influence américaine, Bruxelles hésite, retarde les choix cruciaux et voit son poids diminuer, aussi bien à l'Est qu'au Sud.
Se voiler la face sur la réalité diplomatique, c'est accepter sa propre marginalisation. Alliances fragilisées, souveraineté érodée, manipulation de l'opinion. Tout s'accélère, tandis que les citoyens croient encore à la maîtrise de leurs dirigeants. Mais la scène diplomatique n'est qu'un paravent. Sur le terrain, les conséquences de ces jeux de dupes s'imposent déjà, bousculant frontières, sociétés et vie quotidienne. Pour comprendre la profondeur de ces bouleversements, il faut regarder comment ces tensions s'insinuent dans la vie de tous les jours. Les fissures ne sont plus seulement géopolitiques, elles deviennent intimes. Derrière les discours et les promesses, la réalité avance centimètre par centimètre, implacable. Chaque jour, le bilan s'alourdit et la tension grimpe d'un cran. Dans le Donbass, les forces russes avancent, lentement mais sûrement. Pour l'Ukraine, la perte de chaque village est un coup dur. L'économie chancelle, les mines de charbon tombent aux mains de l'ennemi, et l'ombre d'un blackout complet s'étend sur le pays. Les habitants vivent dans la crainte permanente du froid, du silence et d'un lendemain sans lumière ni espoir. Un habitant de Bakhmout témoigne. Nous avons vécu sans électricité pendant des semaines, les enfants dorment habillés, la peur est notre seule compagne. Ce scénario, autrefois réservé aux récits de guerre du passé, est aujourd'hui le quotidien de milliers de familles ukrainiennes. Face à cette spirale, le gouvernement ukrainien tente de garder la face. Les communiqués triomphalistes masquent difficilement la réalité. La lassitude gagne les esprits, la confiance s'effrite. Même la solidarité, jadis pilier de la résistance, se fissure lentement, tandis que le pays s'enferme dans un isolement anxiogène. Mais la crise ne connaît pas de frontières. À l'autre bout du continent, de nouveaux foyers de tension s'allument. En Asie, la mer de Chine méridionale devient un champ de bataille discret. La Chine et les Philippines croisent le fer pour quelques îlots isolés, tandis qu'entre l'Afghanistan et le Pakistan, la frontière se transforme en zone grise, propice à tous les dérapages. La planète entière retient son souffle, suspendue à l'évolution de ces conflits latents. La Chine, loin de reculer, choisit l'affrontement stratégique. Face aux pressions américaines, Pékin adopte une posture inébranlable, défendant chaque mètre carré de ses intérêts. L'Asie s'émancipe des règles occidentales, impose son tempo et redessine en silence le monde de demain. Pendant ce temps, l'Occident vacille. Les crises s'enchaînent, les guerres s'éternisent, les économies s'épuisent. L'Europe découvre la fragilité de ses approvisionnements. L'énergie se fait rare, les usines ferment ou partent, et la peur de perdre un mode de vie s'installe. Le sentiment de contrôle s'effondre, laissant place à l'angoisse et au doute. Pour illustrer ce phénomène, prenons l'exemple de l'industrie automobile allemande. Face à la hausse des coûts de l'énergie et la concurrence chinoise, plusieurs constructeurs historiques songent à délocaliser leur production. Ce choix, impensable il y a seulement 10 ans, révèle la perte de compétitivité européenne et la dépendance croissante envers des fournisseurs extérieurs. Ce qui se joue, ce n'est plus seulement la stabilité d'un État, mais l'équilibre d'un continent entier. La sécurité, l'identité et la survie même des sociétés européennes sont remises en question, alors que les repères collectifs vacillent sous la pression de crises multiples et ininterrompues. Mais alors, que reste-t-il au peuple pour préserver leur avenir ? Le prochain acte dévoile les choix cruciaux qui s'offrent à eux et les risques d'aveuglement collectif. Quand la crise identitaire se superpose à la tourmente politique, la question n'est plus lointaine. L'Occident peut-il encore se reconnaître lui-même ? Le trouble s'insinue au cœur des sociétés, là où la cohésion semblait acquise. À mesure que le monde tangue, le doute s'installe. Demain, saurons-nous seulement qui nous sommes ? Un exemple saisissant. L'Union européenne pousse désormais pour la reconnaissance du genre chez les enfants, sans limite d'âge ni consentement parental. Cette mesure ne relève plus du simple débat. Elle provoque une rupture anthropologique inédite, balayant des millénaires de repères. Bruxelles impose ce nouveau dogme sous menace de lourdes sanctions financières, accentuant la pression sur les États réticents. Cette évolution rappelle les controverses qui ont marqué la révolution culturelle en Chine dans les années 60. À l'époque,
les autorités avaient tenté de redéfinir les liens familiaux et sociaux, provoquant des traumatismes durables. Aujourd'hui, l'Europe s'engage sur une voie similaire, remettant en cause des repères transmis de génération en génération. Dans ce climat, l'inquiétude grandit face à l'effondrement démographique. Tandis que la natalité européenne atteint son niveau le plus bas, ces politiques semblent en total décalage avec les populations issues de l'immigration, souvent attachées à des valeurs traditionnelles. Le risque ? Voir la société se fragmenter davantage, creusant la fracture identitaire et accélérant la perte de repères communs. Les chiffres sont éloquents. En Italie, le taux de fécondité est tombé à 1,2 enfants par femme, un record historiquement bas. En Allemagne, certaines régions rurales se vident, les écoles ferment faute d'élèves, tandis que dans les banlieues multiculturelles, de nouvelles dynamiques sociales émergent, parfois en rupture avec les valeurs majoritaires. Les symboles du passé s'effacent. À Canterbury, la cathédrale a été taguée au nom de « l'art inclusif », tandis qu'une femme a été nommée archidiacre, brisant plusieurs siècles de tradition. Pour certains, ce sont des victoires. Pour d'autres, des provocations qui amplifient la rupture entre générations et convictions. Outre-Atlantique, les États-Unis sont eux aussi traversés par une tempête culturelle. Les batailles mémorielles se multiplient, statues déboulonnées, rues renommées, commémorations contestées. Chacun tente de réécrire l'histoire, élargissant les failles internes et empêchant l'émergence d'un récit partagé. Au fond, c'est la mémoire collective, la capacité à transmettre une civilisation, qui vacille désormais. Si ces fondations s'effritent, c'est notre place dans l'histoire qui se trouve menacée. L'effacement du passé n'annonce rien d'autre qu'un avenir sans repère, livré à la dérive. Mais derrière ces bouleversements identitaires, d'autres forces agissent en coulisses, dessinant les contours d'un nouvel ordre mondial. Qui en profite vraiment, et à quel prix pour la stabilité de nos sociétés ? Ce chaos n'est pas une fatalité. Il sonne comme un appel urgent à la vigilance et à l'action lucide, plutôt qu'à la résignation. Devant la prolifération des crises, il serait facile de céder au découragement ou d'imaginer que tout est déjà écrit. Pourtant, la confusion qui s'étend sur l'Europe, ces fractures qui s'approfondissent, ne sont pas une malédiction inévitable. Elles signalent que notre modèle, si solide en apparence, doit être repensé et défendu avec une clarté nouvelle. Aujourd'hui, la peur, la désinformation et la manipulation des émotions dictent souvent l'agenda politique et médiatique. Refuser de voir clair, c'est laisser d'autres décider dans l'ombre, à notre place. Ce qui s'efface alors, ce ne sont pas seulement de vieilles alliances ou des rites diplomatiques. Ce sont les fondations mêmes de l'Europe moderne et la promesse d'une prospérité partagée. Ouvrir les yeux, c'est admettre que notre destin commun ne dépend pas de quelques sommets internationaux, ni des gesticulations d'une poignée de dirigeants. Il repose sur notre capacité à exercer l'esprit critique, à déceler les illusions et à ne pas céder à la facilité ou à la lassitude. La lucidité, dans ces temps troublés, n'est pas un luxe réservé à quelques élites. C'est la seule voie pour retrouver un cap et refuser que la peur ou l'indifférence deviennent la norme. Refuser la cécité, c'est aussi oser interroger les récits officiels et les certitudes toutes faites. C'est se réapproprier le débat public, exiger des explications et rejeter le fatalisme ambiant. Car ce sont nos choix d'aujourd'hui qui traceront l'Europe de demain, une Europe qui doit redevenir un espace de dialogue, de solidarité et de courage politique. Pour cela, quelques mesures concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer l'éducation civique, afin de transmettre aux jeunes générations l'histoire et les valeurs européennes. Deuxièmement, encourager la participation citoyenne dans les débats locaux et nationaux en facilitant l'accès à l'information et à la prise de décision. Troisièmement, restaurer la confiance dans les institutions par plus de transparence et de responsabilité, en sanctionnant réellement les dérives et en valorisant le mérite. Au final, ce n'est pas l'accumulation des crises qui condamne notre continent, mais la manière dont nous y répondrons collectivement. Fermer les yeux, c'est déjà abandonner. Se réveiller, c'est poser la première pierre pour reconstruire. La question qui demeure n'est donc pas de savoir si l'Europe survivra à cette période troublée,
Mais comment elle saura transformer ces épreuves en renaissance? L'histoire l'a prouvé maintes fois. Les civilisations qui perdent confiance en elles-mêmes s'effacent, tandis que celles qui osent douter pour mieux se réinventer finissent par renaître. Cette leçon, nous pouvons la faire nôtre, à condition de ne plus détourner le regard.